L'Association africaine de l'eau est une organisation panafricaine composée des sociétés d'eau et d'assainissement, ainsi que des sociétés de biens et des services liés à la production de l'eau potable et de l'assainissement. Son but est de renforcer la capacité de ses membres, principalement à travers le partage de l'information et des bonnes pratiques, afin que ceux-ci puissent fournir de l'eau potable et des services d'assainissement de manière efficace et efficiente aux populations. Le webinaire qui nous regroupe aujourd'hui à Poutem, défis et perspectives de la fourniture des services d'assainissement en Afrique durant la pandémie de la COVID-19. Il n'est point besoin de rappeler ici que les opérateurs d'assainissement assurent un service inestimable, dont nombre d'entre nous n'en prenons conscience lorsque les toilettes sont bloquées, bouchées ou sales, ou encore lorsque les fosses septiques et les regards débordent. Leur travail est donc essentiel au bon fonctionnement des systèmes d'assainissement que nous utilisons au quotidien. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, en dépit de la pandémie COVID-19, leurs services continuent à être pleinement sollicités. La propagation de la pandémie a créé une situation sanitaire sans précédent, mais aussi un environnement très perturbé et contraint, non seulement par la maladie, mais aussi par les mesures de gestion de crise qui ont été prises par un bon nombre de gouvernements et affectant une partie importante de la population. L'observance stricte des règles d'hygiène telles que le lavage des mains, le port obligatoire des masques et même l'isolement ont été prescrites par l'Organisation mondiale de la santé comme mesures barrières contre la COVID-19. Comment ces mesures sanitaires et de gestion de crise affectent les prestations des services d'assainissement rendus par les opérateurs publics et privés d'assainissement? Quels ajustements ces différents acteurs ont pris ou comptent-ils prendre pour continuer à jouer pleinement leur rôle? C'est pour répondre à toutes ces questions, il y a bien d'autres, que nous avons convié ces différents experts et non moins acteurs majeurs de l'assainissement en Afrique. J'ai nommé donc comme panéliste Madame Sokona Badi Diallo. Madame Sokona Badi Diallo, elle est secrétaire exécutive de la Fédération malienne des vidangeurs Azali et elle est trésorière de l'Association panafricaine des acteurs de l'assainissement. Elle interviendra du Mali. Nous aurons également comme panéliste le docteur André Kwame Nguessa, qui est directeur de la planification et de la mobilisation des financements à l'Office national de l'assainissement et du drainage ONAT en Côte d'Ivoire. Le docteur Nguessa est par ailleurs le président de la commission spécialisée assainissement et environnement du Conseil scientifique et technique de l'Association africaine de l'eau. Nous aurons également comme panéliste M. Ibrasso, qui est un opérateur économique bien connu sur la place de l'assainissement au Sénégal. Il est le directeur de la société Vicas et il est en même temps le président de l'Association panafricaine des acteurs de l'assainissement. Il interviendra, n'est-ce pas, pour nous parler de l'association au Sénégal. Monsieur Sanou Tantama est directeur de l'exploitation de l'assainissement à l'Office national de l'eau et de l'assainissement, ONEA du Burkina Faso. Il interviendra à partir de Ouagadougou. Nous avons opté pour un format interactif lors de ces webinaires. Les panélistes vont d'emblée répondre à quelques questions que je leur ai réservées. Puis, ils vont également répondre aux questions que vous leur aurez posées via la boîte questions et réponses que vous avez en dessous, n'est-ce pas, de Zoom. Et ces questions vont être sélectionnées par notre responsable suivi et évaluation, Madame Avoka. Nous avons de manière exceptionnelle la présence de Sophie Boisson, qui travaille sur les questions liées à l'assainissement et à la santé au sein de l'Organisation mondiale de la santé et qui répondra depuis Genève à certaines des questions que vous poserez. Donc, n'hésitez pas à poser, n'est-ce pas, des questions en utilisant le chatbox. Question, réponse Q&R. Donc, sans plus attendre, je vais poser la question à tous nos panélistes. Comment est-ce que la COVID-19 a affecté votre travail? Et quelles ont été les mesures que vous avez prises pour surmonter les problèmes rencontrés? Chacun des panélistes aura un maximum de 5 minutes ou plus pour répondre à cette question. Et je voudrais commencer en donnant d'abord la parole au docteur Nguessa. Ok, merci, monsieur le modérateur. Je vais directement donc à la réponse à cette question. Il faut dire que nous avons été impactés en un premier lieu sur
l'ensemble des supervisions des activités que nous avons, puisque notre rôle est de faire la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage délégué de l'ensemble des activités d'assainissement de drainage sur l'ensemble du territoire. Donc, cette pandémie donc, a limité fortement les missions de supervision qu'on avait sur le terrain, puisque Abidjan a été très rapidement confiné par rapport aux autres villes de l'intérieur. En deuxième lieu, nous avons été obligés de réorganiser l'ensemble des équipes de terrain parce qu'il fallait tenir compte donc des risques et donc faire en sorte que tous les agents donc, qui ont des risques chroniques ne devraient plus aller sur le terrain, donc les ramener au bureau pour être en back-office par rapport à ceux qui étaient sur le terrain. On a également suspendu l'ensemble des relations avec l'international parce qu'on avait quand même quelques engagements puisqu'on ne pouvait plus faire de déplacements, donc ça a également impacté ce point d'activité. On avait également des commandes d'équipements d'assainissement, notamment pour la réhabilitation des stations de pompage. On a également commandé une station de traitement à bout de vidange compact, mais cette situation a fait que ça a limité donc l'ensemble de ces importations vers la Côte d'Ivoire. Et en d'autres lieux, on a assisté donc à la réduction des participations du privé sur les marchés à concurrence qu'on a lancés. Donc, voilà un peu les quelques impacts que rapidement on a pu identifier lorsqu'on a fait le point par rapport à la situation. Quelles sont les mesures que nous avons prises? Donc, très rapidement, il faut préciser que la première réunion du Comité national de sécurité a eu lieu le 16 mars 2020 en Côte d'Ivoire et à l'issue donc des recommandations donc, du gouvernement, la direction générale de l'ONAT a, le 26 mars 2020, pris un ensemble de mesures à travers une note circulaire qui prévoyait l'utilisation des kits de protection individuelle. Donc, tout le personnel devait obligatoirement avoir des cache-nez, des gels et des gants pour pouvoir aller sur les activités de suivi des travaux et même d'exploitation sur le terrain. Il fallait également installer, donc l'Office a installé des dispositifs de lavage de mains au niveau de ses locaux. Donc, tous les visiteurs et tous les agents étaient obligés de faire le lavage des mains avant de pouvoir entrer dans le bureau. On a également équipé les postes de dépotage, tous les endroits où les camions de vidange vont dépoter les bouts de vidange et les stations de traitement de bouts de vidange ont été équipées également de dispositifs de lavage de mains. Et on a sensibilisé donc tous nos opérateurs qui sont sur ces sites de sorte à ce qu'à leur tour, ils puissent sensibiliser donc les usagers, les vidangeurs, les opérateurs de vidange à s'adonner donc à cet exercice de mesures barrières en se lavant les mains ou en utilisant les gels hydroalcooliques. Nous avons également, au niveau de la réorganisation, priorisé tout ce qui était déplacement ou le suivi des travaux pour l'exploitation. Et donc, il y a eu une affectation des véhicules. Donc, nous avons réaffecté l'ensemble des véhicules disponibles au personnel qui était désigné pour faire le suivi, de sorte à ce que leur déplacement ne soit pas un déplacement à risque. Parce que comme les transports en commun étaient devenus des déplacements à risque, on a fait en sorte que tous nos agents puissent avoir des véhicules personnalisés, de sorte à ce que leur déplacement soit sécurisé pour, en tout cas, l'intérêt même de tous ceux qui restent au bureau et pour également leur intérêt. Parce qu'une personne contaminée peut constituer un danger pour l'ensemble du personnel de l'office. Nous avons instauré donc un télétravail, donc la direction générale a instauré un télétravail obligatoire pour tout le personnel souffrant d'affections chroniques, puisque ce sont des personnes les plus exposées et dont on peut dire un cas positif de Covid constituerait un risque fatal. Donc ces personnes ont été obligées de se confiner obligatoirement en respectant donc le télétravail. C'est vrai qu'on les sollicitait, mais on leur demandait de limiter au maximum leur déplacement pour leur propre sécurité. Et donc, nous avons priorisé donc tout ce qui était outils donc de téléconférence, tout ce qui est téléphone, tout ce qui est mail, pour pouvoir gérer toutes les réunions. Donc, au jour d'aujourd'hui, depuis le 16 mars 2020, toutes les réunions se font donc par télé-réunion, de sorte à ce qu'on ne puisse pas organiser donc des rencontres de grande masse. Donc, voilà un peu les quelques mesures qui ont été prises donc, à l'issue de cette pandémie. Merci beaucoup, modérateur. Merci beaucoup, Dr. Nguessan. Je vais sans plus tarder passer la parole à Mme Sokona Badji. Mme Sokona, dites-nous qu'est-ce qu'il en a été pour le cas, n'est-ce pas, du Mali. Merci, modérateur.
Bonjour à tout le monde. Pour le cas du Mali, nous avons été confrontés à, je dirais, 3 défis. Le premier défi a été le manque, la diminution de la demande de services au niveau des ménages. Ceci est dû au fait que, et à cause des mesures qui ont été prises par le gouvernement, et il y a le secteur privé, il y a beaucoup de gens qui sont allés au chômage, il y a eu des licenciements, il y a eu des chômages techniques, et ensuite, ils ont pris les mesures de couvre-feu. Donc, ce qui a favorisé beaucoup de gens qui se sont retrouvés du jour au lendemain sans revenus parce que ne pouvant plus travailler la nuit. Donc, nous avons constaté une baisse qui varie entre 20 et 35% du chiffre d'affaires. Donc, qu'est-ce que nous avons préconisé? Nous avons essayé de voir au niveau des quartiers les plus sensibles, on a diminué le prix de la vidange et on a aussi demandé à quelques chefs de famille de se mettre ensemble pour que même si on ne vide pas complètement la fosse, qu'on puisse enlever au moins une petite quantité dans chaque fosse pour que cela ne puisse pas déborder et qu'ils puissent se partager ainsi les charges. Mais même avec cela, on se rend compte que ça devient de plus en plus compliqué. Parce que comme ils nous disent, entre choisir de vider sa fosse et acheter un sac de riz, eh bien, ils préfèrent acheter le sac de riz. Et le deuxième problème, et qui est celui qui est le plus grave, est par rapport à l'aménagement de notre site provisoire. Nous, chaque année, avant le début de l'hivernage, nous faisons des travaux de réhabilitation de notre site. C'est-à-dire que nous faisons venir les bulles pour surcreuser le bassin et faire des digues. Et nous aménageons aussi la voie d'accès. Mais malheureusement, cette année, et à cause des problèmes financiers, nous n'avons pas pu cotiser le montant qu'on devait payer. On n'a eu que 20% du montant pour les travaux. Donc, nous nous sommes simplement contentés de renforcer les digues. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dans un mois, on sera en plein hivernage. À partir de, même pas un mois, à partir de juin, on sera en plein hivernage, donc les digues vont céder et les quartiers périphériques seront rapidement envahis par les eaux usées. Et les camions aussi, après un certain temps, ne pouvant pas avoir accès au site, parce que les voies n'ont pas été faites, eh bien, ils vont chercher à déverser un peu partout. Donc, on risque de se retrouver dans un problème sanitaire très urgent. Et le problème est que, et comme vous le savez, la vidange étant le parent pauvre de l'assainissement, nos autorités, pour le moment, ne sont pas concentrées sur ça. Ils ne se rendent même pas compte du futur problème sanitaire à venir. Donc maintenant, et pour nous aider, on a un journaliste de l'ORTM qui s'appelle Idi Camara, qui nous a proposé de faire 2 émissions radiophoniques et une émission télévisée pour sensibiliser la population, sensibiliser les gouvernants pour la faire comprendre qu'il faut qu'ils nous viennent en aide cette année pour que nous puissions faire ces travaux qui sont vraiment devenus nécessaires. Et nous avons préconisé aussi de proposer aux maires de faire, un recensement des familles qui sont vraiment fragilisées et les ménages très démunis dans les communes, dans les 6 communes de Bamako, pour que la mairie leur propose de vidanger la fosse. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, on commence déjà à avoir des eaux qui ruissellent dans les rues des quartiers. Et l'hivernage n'a même pas commencé. Donc, il y a un risque sanitaire qui est là et qui est palpable pour nous autres qui sommes du secteur, mais qu'on n'arrive pas à se faire comprendre et à se faire entendre par les gouvernements. Donc, nous, aujourd'hui, c'est ce sérieux problème qu'on a. Et en ce qui concerne les EPI, bon, on n'a pas trop de problèmes parce que, étant dans le secteur de la vidange, nous avons déjà les masques et les gants que nos employés utilisent pour travailler. Donc, sur ce, il n'y a pas trop de soucis. Maintenant, et demander que ça soit changé régulièrement et qu'ils puissent avoir accès à de l'eau potable à chaque instant, de l'eau et du savon pour se laver les mains. Et j'avoue que ça, c'est un défi presque insurmontable. Ce n'est pas possible parce que partout où nous passons, il n'y a pas d'eau potable. Nous, on est dans les eaux usées, on n'est pas vraiment en contact direct
avec les membres d'une famille. On vient, on rentre, on vide la fosse, on part, nous partons. Et surtout notre trajet, au niveau de notre site, il n'y a pas d'eau là-bas. Et même si on amène de l'eau après 30 minutes, 1 heure de temps, eh bien l'eau est finie. Donc pour nous réapprovisionner en eau, c'est très très compliqué. Donc vraiment, il y a ces défis-là qui sont là. Mais nous, notre plus gros problème, c'est qu'on a besoin d'être soutenus pendant cette période-là parce que nous ne pouvons plus faire face nous-mêmes à toutes les charges qui nous incombent. Je vous remercie beaucoup, Madame Diallo, pour ce témoignage assez émouvant de la situation au niveau de Bamako. Je voudrais passer la parole maintenant à M. Sanou Tonkama de l'ONEA pour qu'il nous brosse les effets du Covid sur leurs opérations au niveau de la ville de Ouagadougou. Merci, professeur Kenyé, pour la modération. Il faut dire effectivement qu'avec la situation de la pandémie, nos activités ont été beaucoup impactées. Dès les premiers instants, au niveau de notre structure qui est l'ONEA, on a mis en place le comité de crise. Et il faut dire que maintenant, toutes les réunions qu'on tenait, c'était des réunions qui étaient en tout cas centrées sur la gestion de la crise et au détriment des activités communes dont nous avions le suivi. Et lors de ces réunions-là, des décisions importantes ont été prises, notamment comment il fallait faire pour éviter que le Covid n'entre en tout cas dans la maison et que des collaborateurs puissent être contaminés. À ce sujet-là, je disais que la direction a décidé qu'on puisse faire la rotation en fait du personnel. Le personnel, ceux qui étaient assez nombreux dans certains bureaux, il fallait faire une sorte de rotation de telle sorte que tout ce qui était réunion, toutes les réunions planifiées ont été suspendues. Il faut gérer la crise. Et on a même pris une décision assez courageuse qui était de suspendre la fermeture de nos agences, nos guichets de paiement pour l'eau potable. Et la décision a été prise parce qu'on n'était pas préparé. Il fallait se donner le temps pour réorganiser les choses. Donc, on a suspendu temporairement l'ouverture de ces agences-là. Maintenant, pour en revenir essentiellement à ce qui nous concerne, pour ce qui est de l'exploitation des stations de traitement des boues de vidange, je pense que les défis qui se posaient à nous concernaient un peu comment s'y prendre pour assurer la continuité du service. Ces défis-là se posaient à plusieurs niveaux. D'abord, c'est des collaborateurs qui sont sur ces sites-là. Et la question qu'on s'était posée, comment faire pour que ces collaborateurs-là puissent travailler en toute sérénité, en toute sécurité et éviter de se faire contaminer. Et donc, à cet effet, je pense qu'on a pensé un peu à une dotation en épi supplémentaire, hydroalcoolique, et les collaborateurs actuellement. Et également, on a fait une sensibilisation en fait sur les mesures barrières à l'endroit de ces collaborateurs-là et les nouveaux comportements qu'il fallait adopter vis-à-vis de cette pandémie. Ça, c'était des actions vraiment orientées un peu au niveau des collaborateurs qui exploitent, qui sont sur les sites et qui les exploitent. Ensuite, ces sites-là sont fréquentés par nos partenaires qui sont les vidangeurs, un maillon incontournable. Il fallait faire de telle sorte que les vidangeurs, en fréquentant ces sites-là, soient également rassurés que ce ne soit pas des endroits où ils viendraient effectivement se faire contaminer. Et donc, on a mis en place également des dispositifs de lavage de mains, et les gels hydroalcooliques, de telle sorte que quand le vidangeur arrive sur le site, il est obligé de se désinfecter les mains ou de se laver les mains avant d'avoir accès même au service, avant d'avoir un contact avec les collaborateurs. Ça, c'était un peu les mesures qui ont été prises à l'endroit du personnel. Et notamment, on a été confronté à un gros problème. Vous savez, avec le confinement, on a eu un pic, nous avons l'habitude d'observer, qui interviennent généralement en saison des pluies chez nous ici, la période de juin à septembre, mais on a eu déjà ces pics-là à partir du mois de fin mars-avril. Et comment il fallait faire? Il fallait s'organiser pour pouvoir gérer ces pics, parce que nos stations n'ont pas de capacités surdimensionnées. Et donc, on a fonctionné un peu, je dirais, au fil du rasoir, avec des dispositions nouvelles
pour ne pas interrompre l'activité, permettre à ces vidangeurs-là de pouvoir venir en toute sécurité et dépoter sur les sites. Et un autre problème auquel on était confronté, je crois que le docteur Nguessan l'a évoqué, et nous avions en commande des équipements pour nos stations de relevage. Et parce que dans le fonctionnement, on s'est rendu compte que des équipements, en tout cas qui avaient pratiquement atteint la durée de vie, il fallait les renouveler. Et donc, on avait lancé en fait la commande pour renouveler ces équipements-là. Mais avec la situation, je pense que la fermeture de la quasi-totalité des aéroports où les vols, il n'y avait pratiquement pas de... Il fallait trouver, je dirais, un plan B, c'est-à-dire établir des contacts particuliers avec ceux qui ont l'habitude d'intervenir sur ces équipements-là pour qu'au moindre petit incident, les gens puissent se remettre tout de suite, pour qu'on puisse remettre les équipements en fonctionnement. Donc, c'est un peu l'impact que la situation a créé sur nos activités et on essaie de faire ce qu'on peut, en tout cas pour assurer la continuité du service. Merci. Je vous remercie beaucoup, M. Santontama. Vous avez remarqué comme moi qu'il y avait quelques petits soucis de connexion Internet. Néanmoins, pas grave, on vous a bien saisi, n'est-ce pas? Et on vous remercie pour les efforts que vous avez mis en place pour faire face à cette situation. Je vais finir en passant la parole, ce premier tour de questions, en passant la parole à M. Ibrasso, le président de l'Assemblée panafricaine des secteurs de l'assainissement et le directeur général de VICAS. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité, n'est-ce pas, à ce panel binaire. Donc, pour vous dire tout simplement que ça a été très difficile pour nous, ce confinement. Je ne dirais même pas confinement, je dirais tout simplement cette pandémie, n'est-ce pas, qui est venue nous surprendre, nous tous. On ne s'y attendait pas du tout. Alors, donc, du point de vue, voyez-vous, nous avons nos matériels, nos camions, n'est-ce pas, que nous utilisons, qui tombent souvent en panne et que nous sommes tenus de réparer constamment. Et ces réparations-là font défaut du fait qu'on ne peut plus se rendre à l'extérieur, n'est-ce pas, pour acquérir ces pièces de rechange. Donc, ça, c'est le problème majeur que nous rencontrons. Donc, l'autre côté aussi, c'est la fermeture des stations. Les stations où nous dépotons, ça ferme très tôt. Du point de vue de l'urgence, ce qu'on appelle l'état d'urgence. Donc, on est obligé de fermer des stations très tôt. Il y a aussi le temps que les gens se rendent propres au niveau des stations. C'est pratiquement une file, n'est-ce pas? Et ça aussi, ça handicape. Au lieu de faire, par exemple, 30 minutes pour dépoter, vous êtes obligé de faire maintenant 1 heure de temps pour dépoter. Tout ça, c'est des vecteurs qui affectent le rendement des vidangeurs. Les vidanges aussi se font extrêmement rares. Les gens sont confinés chez eux. Vous savez, en général, la vidange, ce sont les quartiers périphériques qui ne sont pas du tout réseautés, qui ne sont pas, qui n'ont pas le réseau d'égout. Les réseaux d'égout, c'est ce qu'ils ont, c'est ceux qui sont nantis. Ceux-là ont de l'argent. Mais c'est ce qui sont, n'est-ce pas, plus ou moins des prolétaires qui vivent dans l'informel. Ce sont ceux-là avec qui nous travaillons. Et ces gens-là, présentement, leur business ne marche pas. Ils ne travaillent pas. C'est extrêmement dur pour eux. Donc, ça se répercute automatiquement sur nous. Les vidanges se font pratiquement nuitamment avec des vidanges sauvages, n'est-ce pas? Des vidanges manuels. Il y a même des vidangeurs manuels occasionnels. Le papa peut le faire, le fils peut le faire, la fille peut le faire. Donc, dans tout cela, nous sommes obligés aussi, n'est-ce pas, de fermer les yeux concernant ce genre de pratiques parce que nous ne savons que faire. Les hôtels, et les bars, les restaurants avec qui nous avions l'habitude de travailler, qui avaient pratiquement notre portefeuille très important, tout ça s'est fermé. Ces gens-là ne voient plus personne. Les forces ne se remplissent plus. On ne travaille plus avec eux. Donc, voyez-vous, ça diminue quasiment la totalité de notre activité. On est obligé, n'est-ce pas, de se contenter de petits travaux, n'est-ce pas, qui ne peuvent pas vraiment gérer la situation. Maintenant, pour maintenir la clientèle, on est obligé de travailler
à crédit des fois, ou bien à moitié crédit. Le gars, il donne la moitié, l'autre moitié, quand il aura de l'argent, il paiera. On est obligé, pour conserver ce client-là, travailler avec lui. Il y a aussi, bon, maintenant, on est obligé de faire ce qu'on appelle la sensibilisation. Il y en a qui ont créé des groupes, n'est-ce pas, des outils de communication pour mieux sensibiliser les vidangeurs à être, n'est-ce pas, plus ou moins très préventifs par rapport au Covid-19. Paraîtrait-il qu'il y a des possibilités à ce que les fosses de dépotage des boues puissent être vecteurs, n'est-ce pas, de porteurs de ces microbes. Donc tout ça, on est obligé, n'est-ce pas, d'avertir et de demander à ce que ces gens-là puissent quand même prendre des dispositions par rapport aux normes d'hygiène. On a aussi eu à travailler avec les services d'hygiène pour leur demander de veiller, n'est-ce pas, au non-déportage sauvage, à ce que les gens quand même ne déportent pas sauvagement leurs fosses. Beaucoup de travailleurs aussi ont eu des problèmes parce que c'est des gens qui habitent dans les banlieues et pour se déplacer, n'est-ce pas, et venir à temps dans les villes, c'est très difficile. Donc, pour quelqu'un qui lui faut 2 heures de temps ou 3 heures de temps pour venir en ville, s'il quitte chez lui à 7 heures, il va venir certainement à 10 heures. Et il faut qu'il quitte tôt aussi pour rentrer, parce que s'il rentre tard, il risque d'avoir ce problème parce que le couvre-feu commence à 20 heures. Donc, lui, il doit quitter minimum 5 heures. Donc, voyez-vous, il n'y a plus de rendement. Donc, les ouvriers ne travaillent plus, les camions ne travaillent plus, les vidangeurs, les fosses ne se font plus vider par leurs propriétaires. Donc, nous sommes quasiment au point mort. Voilà la situation au Sénégal. Je parlerai même pratiquement, c'est à peu près dans toute l'Afrique. Maintenant, ce que nous avons mis, c'est essayer quand même de mettre à leur disposition des ouvriers, des moyens de transport pour quand même qu'ils viennent très vite au boulot, n'est-ce pas? On a renforcé aussi la méthode de sensibilisation à ce que ces gens-là quand même puissent prendre acte de la situation. On a mis en place aussi, n'est-ce pas, des solutions pour trouver des moyens nous permettant quand même de tenir le coup. Parce que si on n'a pas des sous, si on n'a pas des finances, fin du mois, les employés te diront, il faut nous payer, monsieur. Que nous travaillons pas, payez-nous notre argent. Et là, c'est très difficile. C'est ce qui ont trouvé des banques plus ou moins qui peuvent quand même les accompagner dans ce sens-là. Cela s'en sortent largement, mais les autres, c'est extrêmement difficile et c'est catastrophique pour eux. Voilà ce que j'avais à dire concernant. Okay. Merci beaucoup, M. Ibrasso. Je veux vous demander de garder le micro, M. Ibrasso. Vous êtes en première ligne et donc vous devez servir les ménages les plus pauvres. Et qu'est-ce que vous avez fait pour, n'est-ce pas, continuer, n'est-ce pas, à desservir ces gens-là, sachant que justement cette pandémie, n'est-ce pas, aura un impact économique important. Est-ce que vous, au niveau de l'Association panafricaine des affaires de l'assainissement, vous envisagez ou bien vous avez pris des dispositions pour pouvoir, n'est-ce pas, quand même assurer le service auprès de ces gens qui n'auront pas forcément les moyens? J'avais posé la question à savoir, est-ce que les dépotages peuvent être gratuits? Je n'ai pas reçu de réponse. J'avais posé la question à savoir, est-ce qu'on peut quand même enlever les taxes sur le carburant, nous permettant, n'est-ce pas, d'être exonérés, n'est-ce pas, sur le carburant? Je n'ai pas eu de réponse. J'ai posé la question à savoir, est-ce que, du point de vue coût, est-ce que on peut quand même diminuer par rapport à nos tarifs que nous avions? Mais ils m'ont répondu, mais monsieur, vous nous avez posé 2 questions sur lesquelles on pouvait se baser sur ces questions-là pour diminuer le coût de la vidange. Malheureusement, on n'a pas eu de réponse. On se base sur le centre d'appel, n'est-ce pas, pour pouvoir faire plus de clientèle, mais allez-y au centre d'appel. La concurrence qui s'y est
n'est-ce pas, ne permet pas de diminuer le coût de vidange. Ce n'est pas possible. Si, par exemple, le litre de gazole coûte 600 francs et que vous devez mettre 6 000 francs de gasoil, si vous faites la vidange à 10 000 francs, vous n'allez pas vous en sortir, vous allez couler. Donc, on n'a pas eu des leviers nous permettant de réduire le coût de la vidange. Ce qu'on a pu faire dans certains pays, c'est tout simplement essayer de voir comment est-ce qu'on peut quand même vidanger et se faire payer ultérieurement. Même si c'est par tranche. On l'a essayé au Sénégal, on l'a essayé en Gambie. Je pense qu'en Guinée aussi, ils sont en train de le faire. Donc, voilà ce qu'on a essayé de faire. Ça n'a pas passé, mais quand même, tout ce qu'on a pu faire, c'est vidanger et se faire payer ultérieurement. Merci beaucoup, Ibra. Je vais me retourner vers Sanou Tontama. Vous avez suivi ce que vient de dire le président Ibra Sow. Cette pandémie a révélé l'importance de certains métiers négligés, comme celui, n'est-ce pas, effectué par les opérateurs privés de vidange. Au niveau du Burkina Faso, qu'est-ce que vous avez fait ou qu'est-ce que vous entendez faire pour tenir, n'est-ce pas, ces acteurs-là, ces opérateurs privés, notamment face à cette situation? Merci pour la question. J'ai souvent des coupures de micro là, je ne sais pas. Hein, quand tout le monde parle, j'ai parfois des coupures de micro. Peut-être que j'ai des soucis techniques ici, je ne sais pas. Mais bon, pour revenir à votre question, il faut dire effectivement, avec la pandémie, ces acteurs-là ont été révélés au grand jour pour le boulot, hein, l'immense boulot qu'ils abattent. Mais nous ici, comme je dis, nous discutons avec ces acteurs, nous connaissons un peu leurs problèmes. Monsieur Ibra Sow le disait tout à l'heure par rapport à la tarification, au tarif de la vidange, parents pauvres. Et quand on regarde, à la limite, les ressources que nous engageons avec les frais de dépotage là, ne permettent même pas de supporter, je dirais, 30 à 40% des charges d'exploitation d'une station. Donc, il faut se tirer les cheveux pour pouvoir, en tout cas, avoir le complément pour maintenir ces installations-là en fonctionnement. Et donc, je dis, le problème qui est posé, c'est un problème vraiment qui est d'actualité. Nous, à notre niveau, ce que nous faisons, c'est de pouvoir même discuter avec ces acteurs-là pour mieux les organiser. Parce que mieux ils sont organisés, mieux ils peuvent avoir la voix qui porte, mieux ils peuvent ouvrir des portes. Et donc, c'est ce travail-là que nous faisons avec eux. Et également, nous poursuivons la question du plaidoyer. Le plaidoyer, c'est pour ces acteurs, mais c'est pour tout le secteur de l'assainissement. Et aujourd'hui, en tout cas, il y a vraiment beaucoup de problèmes pour mobiliser les ressources pour développer le secteur de l'assainissement. Donc, nous travaillons avec les acteurs, la fêtière que nous avions ici, l'association des villageurs du Faso. Et d'ailleurs, pour un certain nombre de secteurs, mais nous nous sentons oubliés. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a la gratuité de l'eau qui a été déclarée ici au Burkina, au niveau des bonnes fontaines, et également pour les tarifs de la tranche sociale. Mais bon, on constate qu'au niveau de la vidange, c'est vrai, il n'y a pas quelque chose qui a été fait. Et nous, comme je dis, on travaille à les organiser, à voir peut-être avec la situation, qu'est-ce qui pourrait être fait pour que leur activité puisse continuer, parce que nos installations sont là, parce que ces acteurs-là existent. S'il n'y a pas de vidangeurs, les installations que nous avons réalisées ne pourront pas fonctionner. Donc, c'est le même combat que nous menons. Nous les soutenons, nous comprenons leurs préoccupations et nous essayons aussi de taper à toutes les portes pour qu'en tout cas, ils puissent avoir l'accompagnement nécessaire. Merci. Je vais retourner la même question au Dr Nguessan. Au niveau de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que l'ONAT a fait ou entend faire, n'est-ce pas, pour soutenir ces opérateurs? Ok, merci modérateur. Il faut préciser qu'aujourd'hui, de manière spécifique par rapport à cette pandémie, il n'y a pas eu d'action qui a été menée à l'endroit des opérateurs de vidange en termes d'appui ou d'allègement, de manière spécifique au niveau de l'Office. Mais il faut préciser que la Côte d'Ivoire aujourd'hui a un plan de riposte national contre le Covid-19 et il y a un des volets qui part de l'appui au secteur privé, notamment la mise en place d'un fonds de soutien au secteur privé de 150 milliards qui est destiné aux PME, de sorte à ce que tous ceux qui sont légalement constitués
qui ont des bilans et qui ont des difficultés en termes de poursuite de l'activité peuvent solliciter donc ce fonds pour pouvoir stabiliser leur activité. Donc voilà un peu pour le moment on peut dire le créneau qui peut permettre de les aider. Maintenant, nous, au niveau de l'Office, on a toujours, en tout cas, continué à aider les entreprises privées, dont les opérateurs de vidange, à pouvoir avoir accès à des financements. Et ça, on l'avait dit depuis 2019, décembre 2019, il y a un fonds, janvier 2019, il y a un fonds qui a été, une garantie qui a été placée dans une banque privée pour que les opérateurs de vidange qui souhaiteraient avoir des crédits puissent s'appuyer donc sur cette garantie pour pouvoir avoir donc le crédit. Donc voilà aujourd'hui, de manière succincte, les dispositions un peu financières en termes d'appui aux opérateurs de vidange qui sont disponibles. Ok, merci beaucoup, Dr. Nguessan. Je voudrais poser une question à Mme Sokona Badji. Au niveau du Mali, vous nous avez relevé déjà un certain nombre de difficultés, mais vous-même en tant qu'opérateur de la vidange, comment, n'est-ce pas, vous entendez faire, n'est-ce pas, pour continuer à toucher, n'est-ce pas, les zones périphériques où on va avoir, n'est-ce pas, des ménages les plus pauvres? Merci, professeur. Et comme l'a dit le président Ibrasco, pour les ménages les plus pauvres, nous sommes obligés de leur faire des crédits. Nous sommes obligés de diminuer les coûts, le prix de la vidange. Et même avec tout cela, c'est très, très difficile. Parce qu'eux, ils ont des difficultés financières. Nous aussi, nous en avons. Parce que notre demande a diminué, on n'a pas de marché. Donc, on ne peut pas trop se priver. Maintenant, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et on commence déjà à le voir. Et il y a des chefs de déjà à vidanger directement leurs forces dans la rue. Parce qu'ils disent qu'ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas faire appel à nos services. Et parfois, nous, quand on voit que la situation est vraiment intenable, il nous arrive même d'intervenir. Et puis de se dire, bon, on sera payé un jour. Mais le problème est que nous ne pouvons pas continuer, nous, secteur privé, à supporter cela. Nous n'avons pas droit à des subventions. Nous n'avons pas d'aide. Tout simplement parce que nous sommes à la fin du maillon. Les aides, comme que le docteur Nguessan vient de dire, que les gouvernements ont mis à la disposition du secteur privé. Généralement, ce sont les secteurs qui sont impactés directement. Quand je dis impactés directement, par exemple le secteur du tourisme, de l'hôtellerie, etc. Nous sommes impactés de façon, disons que nous subissons les conséquences d'une crise économique. Nous ne sommes pas au devant de la chaîne. Nous sommes à la fin. Nous, aujourd'hui, nous avons des problèmes tout simplement parce que ceux qui doivent faire appel à nos services ont été licenciés. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, ce n'est vraiment pas direct. Et pour pouvoir avoir accès à ces aides, c'est la raison pour laquelle, avec le journaliste Idi Kamara, nous allons faire une émission télévisée où nous allons réellement parler de toutes les difficultés que nous avons et que ensemble nous allons voir sensibiliser. Aujourd'hui, par exemple, il y a l'émission qui est passée à la radio. J'ai eu des échos. Hein? J'ai des connaissances qui m'ont appelé pour me dire, ah Badji, j'ai entendu ta voix à la radio, mais je ne savais même pas que vous n'aviez pas de site pour aller déverser les eaux que vous prenez chez nous. J'ai dit oui. C'est la raison pour laquelle, j'ai dit, c'est la raison pour laquelle nous sommes obligés de polluer. On n'a pas le choix. Il dit, mais on vous comprend maintenant. Donc, au fait, nous voulons atteindre le maximum de population. Peut-être que si les gens se mettent avec nous et que tout le monde parle d'une même voix, nos gouvernants, en ce moment, ils seront un peu plus sensibles. Et nous voulons proposer aussi aux mairies qui ont des budgets qu'on va leur mettre à la disposition à cause de la pandémie, et bien c'est-à-dire qu'ils ne voient pas seulement que d'aller installer des lavages de mains, d'aller donner du gel, d'aller donner du savon, mais qui pensent aussi à aller vidanger les maisons de ces populations démunies. En ce moment, ça nous fera, nous, travailler, on pourra travailler et on se fera payer par la mairie, qui est aussi une solution qui peut être développée. Voilà, merci. Je vous remercie pour toutes ces questions.
Alors, Monique, c'est notre responsable MNI. Je voudrais, Monique, te demander, n'est-ce pas, de relever quelques questions des participants que nous allons, n'est-ce pas, adresser à nos panélistes. D'accord. Une des questions déjà. Oui, merci bien, Kenyé. Donc, la première question est celle-ci. Est-ce que les impacts sur les travaux d'investissement et sur les opérations de maintenance ont eu un préjudice financier? Et si oui, comment cela a été mesuré? Cette question-là, nous allons l'adresser d'abord à Dr Nguessan. Dr Nguessan, vous qui êtes un opérateur public. Ok, merci, merci modérateur. Il faut dire qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'évaluer ces impacts parce que le premier impact que cela a eu, ça a modifié les calendriers, les délais, donc les plannings de ces travaux, dans la mesure où c'est surtout pour tout ce qui est maintenance, dans la mesure où on a connu un retard en termes d'importation de certaines pièces pour les équipements électromécaniques, comme je l'ai évoqué tantôt. Donc, il y a eu un décalage donc, au niveau donc, des délais. Maintenant, pour tout ce qui est travaux d'investissement, aujourd'hui, l'avantage qu'on a, c'est que pour le secteur de l'assainissement, pour notre cas, ce sont des stations de traitement des boues de vidange qui ne sont pas à la rigueur des éléments, il n'y a pas d'éléments électromécaniques. Donc, c'est du génie civil, c'est vraiment un écoulement purement gravitaire. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas pour le moment d'impact à ce niveau. Le seul impact qu'on a, qui est en train d'être évalué, c'est sur tout ce qui est maintenance, tout ce qui est équipement électromécanique qui a connu un retard dû donc aux importations de certaines pièces spécifiques. Et M. Sanou Tontama, est-ce que par rapport à cette préoccupation, cette question qui a été soulevée par Monique, vous pouvez dire quelque chose? Oui, bien sûr. Il y a un impact sur, ici, pour information, il y a une mesure qui a été prise où le gouvernement a dit de suspendre les pénalités de retard sur tous les marchés. Donc, quand on dit suspendre, celui qui a la charge des travaux a la latitude d'aller un peu à son rythme. Donc, ça, c'est déjà quelque chose, un impact. Et également, il y a des mesures qui évitaient le regroupement. Il y a même une directive qui avait été, une note qui avait été prise au niveau du ministère pour limiter un peu les ouvriers, le nombre d'ouvriers sur les sites, ainsi de suite. Et donc, tout ça, ça a amené à la limite à suspendre même certains travaux. Et donc, ces travaux qui devaient être livrés dans un délai donné ne pourront plus. Alors, nous avons quelques petits soucis techniques, mais je pense qu'on vous a suivi. Je veux demander à Monique de sélectionner également une autre question. D'accord. Oui. La seconde question s'adresse à Mme Badji. Au-delà de l'aide que vous souhaiteriez avoir des autorités maliennes, avez-vous sollicité d'autres institutions financières pour appuyer le secteur en cette période de pandémie? La question est adressée à Mme Badji. Sokona. Madame Sokona, est-ce que vous avez suivi la question? Oui, j'ai suivi la question. Merci Monique. Oui, nous avons sollicité, disons que nous avons plutôt été sollicités. Nous avons été sollicités par Borda qui nous a demandé ce dont on avait besoin. Donc, bon, c'est vrai qu'avant qu'on ne parle de pandémie, nous, on était sur notre projet de vaccination de tous les vidangeurs. Donc, on préparait une campagne de vaccination qu'on se proposait de faire avec Borda. Et Borda aussi a sollicité l'aide de l'ambassade allemande, donc qui est prête à nous soutenir par rapport à cela. Maintenant, le problème est qu'aujourd'hui, pratiquement toutes les ONG qui travaillent au Mali, et je ne sais pas trop, mais j'ai l'impression que la plupart n'ont pas reçu leur budget à cause de la pandémie. Donc, il y a des retards de budget. Donc, eux, ils n'arrivent pas aussi ils ont la volonté, mais ils n'ont pas les moyens pour nous aider. Et puis aujourd'hui, le problème est que pour nous aider, nous, vidangeurs, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir en aide plutôt aux populations sensibles pour qu'ils puissent faire appel à nous, qu'on aille leur procurer le service. Donc, c'est un peu compliqué.
on essaie nous-mêmes de nous organiser entre nous. Et comme a dit Ibra, ceux qui ont les possibilités d'avoir l'appui des banques, par exemple, sont appuyés par les banques pour que nous puissions faire face à nos charges. Seulement, les coûts bancaires sont très, très élevés. On ne tient pas compte du fait que c'est le Covid. Moi, je vois que quand je fais appel à ma banque pour qu'on me donne de l'argent, même si c'est pour 15 jours, ben, si tu n'as pas payé de frais financiers, c'est 2 millions. Ces 2 millions-là auraient pu servir pour autre chose. Donc, au fait, il n'y a aucune mesure qui a été mise en place par rapport à nous, à notre secteur. Et nous ne savons même pas par quel bout commencer pour qu'on puisse nous prendre en considération. Le problème est que pour la plupart des gens, on n'existe pas. On ne fait pas attention à nous. Et pourtant, nous sommes le maillon le plus important de cette chaîne de valeur. Et maintenant, comment préparer un très très bon plaidoyer? Aujourd'hui, c'est la question que nous sommes en train de nous poser et c'est le défi que nous voulons relever avec notre émission télévisée que nous préparons. Merci. Merci beaucoup, merci. Madame Monique. Oui, une autre question qui s'adresse à Dr Nguessan. Quel système est mis en place pour gérer efficacement les eaux usées provenant des hôpitaux en cette période de crise sanitaire en Côte d'Ivoire? Ok, merci. Il faut préciser qu'au niveau des hôpitaux, on a deux systèmes d'assainissement qui existent. Hein. C'est-à-dire que là où on a un réseau, par exemple pour Abidjan, on a donc les eaux usées donc, qui sont raccordées au réseau collectif. Mais bien évidemment, on a à la rigueur certaines spécialisations comme la radiologie, comme le laboratoire. Donc ces eaux-là sont gérées par des fosses septiques qui ne sont pas mélangées aux eaux usées ordinaires. Et donc ces eaux-là font l'objet de gestion spécifique avec d'autres entreprises privées. Maintenant, pour les autres types les hôpitaux, par exemple à l'intérieur du pays ou dans des zones où on n'a pas de réseau, c'est une gestion qui se fait avec les fosses septiques, donc l'assainissement autonome, mais en séparant également les eaux dites dangereuses issues des laboratoires et autres qui ne sont pas mélangées aux autres eaux. Donc aujourd'hui, la situation n'a pas fait changer en fait la forme de gestion qui existait, puisque les hôpitaux font partie donc des sites qu'on appelle les sites à inspection privée qui sont gérés par le CIAPOL, le Centre Ivoirien Anti-Pollution, pour vérifier les normes donc, de gestion donc, des déchets qui y sont, puisqu'il y a aussi des déchets dangereux solides, comme les déchets de chirurgie. Donc, tous ces éléments-là sont aujourd'hui contrôlés. Ce ne sont pas nous seuls qui intervenons donc, sur ces sites. Donc, aujourd'hui, globalement, on n'a pas de changement de dispositif. On ne fait que respecter, en tout cas, les mesures de séparation des différents déchets en termes de dangerosité qui ont été bien instaurées à travers la réglementation qui existait. D'accord. Et nous avons une question pour M. So. Lorsque ce sont les vidangeurs manuels occasionnels qui font les vidanges, où dépotent-ils? Et dans quelle zone à Dakar ces vidanges manuelles sont les plus fréquentes? Merci beaucoup. En somme, c'est la zone, la banlieue de Pikine, Guédiawaye, Thiaroye et autres. C'est là où le dépotage sauvage est beaucoup plus fréquent. Alors, en somme, ils déportent nuitamment, soit si par exemple ils ont une grande cour, ils déportent dans la cour, ou bien ils déportent dans la rue. Il y en a même qui, n'est-ce pas, profitent, n'est-ce pas, de l'état d'urgence pour déporter sur la chaussée. Donc, voyez-vous, tous les moyens sont bons pour évacuer sa fosse. En grosso modo, c'est ça. Mais je veux un peu revenir en arrière concernant les dispositions qu'ont pris les services d'assainissement, les États. En somme, nous concernant à l'ONAS, le DG nous a inculqué, n'est-ce pas, de tout faire pour respecter les normes sécuritaires et aussi les normes hygiéniques. C'est ce qu'on a fait. Les vidangeurs sont allés jusqu'à ce que, parmi eux, des vidangeurs ont pris, n'est-ce pas, des seaux et des robinets, des gels et autres, n'est-ce pas, pour offrir à ceux qui géraient les stations
de gestion de bout de vidange, M. le Dr Bekay Diop ne me démentira pas, n'est-ce pas? Lui aussi qui fait un excellent travail. Donc, ce sont ces genres de choses-là qu'on a fait. Mais nous, ce qu'on voulait tout simplement, c'est que la vidange soit subventionnée. Par exemple, ça a été fait à Dakar une fois. Ça a été une très grande réussite. Ils ont subventionné à hauteur de 6 500 francs et pratiquement, on est resté un mois à travailler constamment, nuit et jour. N'est-ce pas? On faisait pratiquement aux environs de 8 à 10 rotations journalières, chaque camion. Pourquoi ne pas réessayer ça? Bon, peut-être les moyens n'y sont pas, peut-être que aussi on n'était pas encore préparé davantage, mais quand même, ce sont des choses qui peuvent quand même aider à vidanger les fosses et ça sera un bénéfice pour les usagers, mais aussi pour les vidangeurs. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de questions, Monique, qui ont trait un peu à la santé, qui ont trait, n'est-ce pas, au déversement hygiénique avec tout ce que ça cause. Une question peut-être à notre spécialiste? Oui, c'est celle-ci. Alors, le coronavirus est-il transportable dans les eaux usées? Si oui, quel type de protection pour les collaborateurs de l'assainissement? Sophie, la question t'est adressée. Ah, oui, d'accord. Bonjour à tous. Donc, c'était pour apporter des précisions par rapport donc, à la présence du coronavirus dans les eaux usées, tout d'abord. Donc, je voulais commencer par justement se référer aux preuves qui existent concernant le risque d'infection par les excrétas. Donc, on sait que plusieurs études montrent que la présence de fragments du Covid-19 dans les selles de cas confirmés, mais en fait, on parle vraiment de fragments du génome du virus. Et donc, ça veut pas, il n'est pas tout le temps infectieux. On sait que seulement 2 études ont été capables de détecter le virus dans son état infectieux, mais cela dans un très faible pourcentage d'échantillons. Donc, ça, c'est simple, c'est déjà pour le risque d'infection par les excrétas. Donc, on sait que la transmission principale, c'est de personne à personne, donc via des gouttelettes respiratoires et avec le contact avec des surfaces contaminées. Donc, maintenant, quand on parle du risque d'infection au niveau des eaux usées, il semble très faible. Il est vrai que des fragments d'ADN, donc encore une fois, il faut bien distinguer la présence de fragments d'ADN du virus, donc du génome. Ça ne veut pas dire qu'il est infectieux. Donc, c'est une distinction très importante à faire. Donc, de plus, on note qu'on sait donc ce type de coronavirus est relativement fragile dans l'environnement et on sait que les processus de traitement existants sont efficaces contre ce type de virus, contre ces coronavirus donc de cette famille. Donc, quand bien même il y avait un risque d'infection donc par le biais des eaux usées, donc les directives d'assainissement existantes et toutes les mesures s'appliquent bien évidemment. Donc, concernant les mesures pour les agents d'assainissement, je voulais souligner 3 points. Donc, tout d'abord, l'importance d'assurer la continuité des services. Donc, ça semble évident et vraiment essentiel comme il a été annoncé précédemment par nos collègues. Donc, renforcer l'application de mesures existantes de protection des agents contre les infections. Donc, non seulement si toutefois il y avait un risque avec le Covid-19, mais aussi par rapport aux infections auxquelles ils sont exposés de toute manière, donc notamment les infections fécales-orales. Et il est important également de protéger les agents contre la transmission de personne à personne au travail. Donc les mesures, comme il a été énoncé tout à l'heure par les collègues, donc le port d'équipements de protection individuelle, comme il a été souligné, donc le lavage, pratiquer le lavage des mains de manière fréquente, et également la distanciation sociale en travaillant, comme il a été énoncé précédemment. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, Sophie. Alors, nous tendons déjà vers la fin de ce webinaire, mais je voudrais poser une question
cette fois-ci uniquement à Dr. Nguessan. Alors, nous, en termes de perspective, quelles innovations ou quelles adaptations profondes est-on en droit d'attendre des structures comme la vôtre si, n'est-ce pas, cette situation devait perdurer? Ok, merci, merci Yves. Il faut dire que vu que la durée de la pandémie commence à devenir une inquiétude pour tout le monde entier, depuis le 29 avril 2020, l'Office a mis en place un comité d'évaluation et de suivi des impacts de la crise sanitaire liée donc à cette pandémie. Et donc, c'est une décision de la direction générale, de sorte à ce que, de manière continue, selon l'évolution de la situation, ce comité-là puisse évaluer la situation et proposer des mesures idoines. Et donc, aujourd'hui, le premier livrable donc, de ce comité, c'est un plan de continuité des activités qui a été proposé à la direction générale le 13 mai 2020. Et donc, aujourd'hui, il faut dire que nous sommes en train de pouvoir mettre en place l'ensemble des scénarios. Au cas où la crise, la première échéance est jusqu'à fin juin, on se dit qu'à fin juin, la crise pourrait se terminer. C'est le premier scénario. Le deuxième scénario, c'est septembre. Le dernier scénario, c'est jusqu'à la fin de l'année. Et donc, aujourd'hui, l'ensemble des plans de continuité des services que nous avons mis en place tiennent compte de l'ensemble de ces scénarios, de sorte à ce qu'on ne soit pas surpris. C'est-à-dire que même si on doit aller jusqu'à la fin de l'année, quels sont les impacts financiers, les impacts même en termes de mobilisation des équipes, les impacts en termes de la mise en œuvre du plan d'action de l'année, parce que le plan d'action de l'année pourrait être également fortement impacté. Donc, voilà un peu aujourd'hui, en termes de mesures concrètes, ce que ce comité d'évaluation fait, de sorte à ce qu'on propose des solutions à mettre en œuvre par la direction générale. Merci beaucoup, Dr. Nguessan. Vous avez bien vu, une heure, ça passe très vite. Nous avons reçu de nombreuses questions. Je voudrais rassurer tous ceux qui ont posé, tous les participants qui ont posé des questions, que vous allez recevoir des réponses, n'est-ce pas, aux questions que vous avez posées et dont le temps nous a pas permis de les poser aux panélistes, mais vous recevrez des réponses. Je voudrais, sur ces mots, vraiment clore ce webinaire en espérant que vous avez été édifiés sur l'état des prestations des services d'assainissement, ainsi que quelques solutions africaines concrètes et appropriées, n'est-ce pas, qui vont contribuer, n'est-ce pas, à mieux appréhender ce Covid, mais aussi, n'est-ce pas, continuer à améliorer les performances des opérateurs publics ou privés d'assainissement dans la situation actuelle. Nous vous invitons à être toujours nombreux et à suivre les webinaires qui seront organisés par l'Association africaine de l'eau. Les prochains webinaires sont prévus les 27 et 28 mai sur l'impact du Covid sur les finances des sociétés d'eau. Et déjà demain, nous allons, n'est-ce pas, aborder la partie anglaise ou bien avec les opérateurs anglophones. Nous allons, n'est-ce pas, également voir, n'est-ce pas, quels ont été les défis et, n'est-ce pas, les perspectives vues de ce côté-là. Sur ce, je voudrais vous remercier une fois de plus. Merci.